Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Abdou Sall avec vous, très content de vous retrouver, surtout pour parler de cette course folle, deuxième partie de course folle de ce Grand Prix d'Italie qui a été remporté par un pilote qui ne provient pas de Red Bull ou bien de Mercedes. Alors, pour en parler, on a avec moi Marc-André Fortin et Jean-Sébastien Barbeau. Bonjour, messieurs. Salut, Abdou. Salut, Abdou. Comment allez-vous? Ça va bien. On a eu une belle course, une petite victoire de Ricciardo. Première depuis 2018, donc ça se prend bien. Oui, effectivement. Et une première depuis 2012 pour McLaren. Donc, ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas vu cela. Jean-Sébastien, toi, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Heureusement qu'on a eu un incident à partir de la mi-course pour pouvoir pimenter ce Grand Prix parce que c'était un petit peu ennuyant. Ouais. Ennuyant, première partie. C'est une course d'attente, au moins, mais on aurait pu avoir quelques dépassements en plus et ça aurait été bien, mais là, au moins, la deuxième partie de la course a été très excitante. Exactement. Alors, j'avais mis ça. Donc, avant de commencer, j'avais dit sur les réseaux sociaux que comme Daniel Ricciardo a remporté le Grand Prix d'Italie. Oh non. Oh non. Je suis désolé, Jean-Sébastien. Je vais le faire. Moi, j'avais hâte, en tout cas. J'ai une chaussure. J'ai un produit sans alcool. Exact. Donc, pas besoin d'être pacté. Alors, il vient d'ouvrir. Voilà, le son magique. Alors, parce qu'on va décrire quand même pour les gens qui nous écoutent uniquement en audio, là. Ouais, parce que c'est donc, pas podcast. Abdou vient d'ouvrir une canette. Il est en train de la verser dans une chose qu'on appelle une chaussure. Il en met beaucoup. Je pense qu'on vient de passer la moitié de la canette. Et là... OK. Oh non. Attention. Moment magique. C'est un départ. 5, 4, 3, 2, 1. Et il se lance. Et ça y est, ça boit, ça Oh, coule. ça coule coule sur le t-shirt. Oh, c'est pas beau à voir ça. Et là, il y en a partout sur les culottes, visiblement. Là, on se pose, hein, mais ouais. Je pense qu'il y en a plus qui est tombé à côté que Alors, dans sa bouche. sur une échelle de dégueulasse à écœurant, c'était comment? Ah, tabarsloun. Ouais, c'était pas bon, hein? As-tu porté sa chaussure récemment? Non. Non, ça... Je sais pas si c'est pire. Heureusement. C'est moins pire parce que le jus de pied, il est pas frais. Non, Ouais. c'est ça. C'est pas mauvais du tout. Je dois dire, c'est pas mauvais. Peut-être que ça enlève le goût des gaz d'une bière commerciale sans alcool. Ouais. Parce que dans les bières sans alcool, il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Il faut aller voir dans les microbrasseries, là, c'est assez décent. Ouais, heureusement, la Heineken, ça, c'est bon. Oui, on parle de celle-là. Là. Ouais. Heureusement. Personnellement, je me dissocie de ce balado en ce moment. Là. Moi, je m'associe complètement. Bon, OK, trêve de plaisanterie. Donc, Daniel Ricciardo a remporté le Grand Prix d'Italie devant Lando Norris sur l'autre McLaren. Et à l'origine, Sergio Perez a franchi la ligne en troisième place. Mais malheureusement, il a une pénalité de 5 secondes, donc ce qui veut dire que Valtteri Bottas, parti de la 19e place, termine sur le podium et, excusez-moi, Lewis Hamilton et Max Verstappen ne marquent pas de points puisque ils ont abandonné, il y a eu un accrochage, puis on va en reparler. J'espère que vous êtes prêts. Donc, mais avant tout, on va commencer avec un classique des classiques, les évaluations post-Grand Prix, donc la performance du jour, contre-performance du jour et le moment cocasse. Alors, on va commencer avec Marc-André, tiens. Allons-y. Donc, ma performance du jour, j'irai avec Ricciardo. Ricciardo qui a fait une fin de semaine pratiquement parfaite. Là, dans son cas, on se demandait si, justement, le fait
qu'il soit dans sa nouvelle voiture, qu'il tente justement de trouver une manière de ressortir de cette mauvaise passe avec cette voiture. Maintenant, c'est fait. Il a réussi à gagner. Il a réussi à avoir son podium. Et puis, c'était une course importante pour lui pour se remettre dans le bain et reprendre confiance en lui. Il va pouvoir le faire avec cette victoire. Il n'a pas volé, vraiment. Un très beau départ contre Verstappen, même si Verstappen a peut-être un petit peu raté son départ. On doit donner le crédit à Ricciardo qui a fait une course sans faute, a continué à travailler dans le sens d'une victoire. Et finalement, ça finit par une petite boisson dans une chaussure, image que moi j'adore à chaque fois. C'est bel et bien Ricciardo qui fait ça. Et oui, effectivement. Et juste avant, il y a Julien qui est aussi le modérateur du groupe Facebook F1 Québec que vous pouvez aller voir en fait sur Facebook si vous voulez vous joindre aux discussions normalement. La note sur 10, un grand cru. Je te dirais 8. Parce que la bière sans alcool était bonne. Mais ouais. Sinon, heureusement, j'avais pas sué dedans. Donc, sinon, ça aurait été 6. Sinon, contre-performance. J'en vois un seul, Sergio Perez. Oui. Encore une fois, une petite erreur banale, mais qui aurait rien changé. Lui qui décide de ne pas laisser sa place lors de son dépassement avec le virage complètement coupé. Ça mène Red Bull dans l'embarras alors que Verstappen n'obtient même pas de points au championnat. Perez qui avait un podium et qui a décidé, lui, de ne pas laisser la place, de continuer sa course comme s'il n'avait rien fait, alors que c'était très visible qu'il devait lui remettre. Donc, c'est très malheureux parce que c'est une erreur qui aurait pu être évitée facilement. En plus, on voyait à quel point la voiture de Leclerc n'avait pas de vitesse, n'avait pas de rythme. Donc, c'est certain qu'il aurait pu aller le rechercher n'importe quand dans la course. Donc, ça a été une petite garde d'égo du côté de Perez qui a coûté cher à Red Bull. Oui, et il termine officiellement 5e en vertu de la pénalité de 5 secondes qui lui a été infligée. Et un moment cocasse, autre que ce qu'on vient d'assister? Je crois. Oui. Je pense que ce serait ça. Ce serait ça. Je pense que c'est Russell qui a failli le frapper. Ça a passé très près à un cheveu. Heureusement, le petit animal peut continuer sa route et il est en vie. Malheureusement, il y en a un qui est décédé parce qu'il a été écrasé par Bottas. Ah. Puis il y a même un pendant la course aussi. Je pense, j'ai vu une image de Verstappen carrément en train de presque rouler sur un animal, ou bien sinon, s'il ne l'a pas fait, mes sympathies à cet animal en question. Jean-Sébastien. Ouais. Jean-Sébastien, tes évaluations de la course. Alors, ma performance du jour va évidemment à Daniel Ricciardo pour les raisons que Marc-André a mentionnées. Il faut quand même souligner Daniel Ricciardo, samedi et dimanche, lors de l'épreuve sprint et lors du Grand Prix, a connu d'excellents départs. C'est lui qui a eu les meilleurs temps de réaction, les meilleures vitesses 0-200. Donc, Ricciardo doit sa victoire par son épreuve sprint parce qu'il est parti quand même 6e, remonté jusqu'en 3e. Puis ensuite, on sait avec ce qui est arrivé avec Bottas, passer de 3-2, puisque Bottas a eu beaucoup de pièces changées sur son moteur. Enfin, toutes les pièces ont été changées. Ce qui a permis de passer de la 2e à la 1re place lors du départ de dimanche. Donc là-dessus, le Ricciardo, c'est pas autant la voiture qui a été performante, mais c'est surtout lui qui a été très bon à faire des départs. Donc là-dessus, carton plein. La contre-performance du jour, je pourrais la donner à Sergio Perez parce que oui, la pénalité, il faut se souvenir aussi que la veille, Red Bull essaie de se défendre d'une éventuelle pénalité par rapport à Perez aussi et là-dessus, ça n'avait pas assez parce qu'ils ont eu le temps de pouvoir redonner la place et là, donc ils ont peut-être essayé d'étirer l'élastique peut-être un petit peu trop loin et ça n'a pas vraiment marché. Mais je donnerais plutôt la contre-performance et ça va être un petit peu étonnant. Je vais la donner à Charles Leclerc dans la mesure où à la reprise, il était 2e. Il a vite reculé. On dirait que les premiers tours à la reprise étaient complexes et ça lui a coûté quelques positions. Il a pu au moins remonter grâce notamment à la pénalité de Perez, mais il y avait une 2e place qui était potable. Les tifosi le sentaient, mais
la reprise de course a été assez difficile du côté de Leclerc, donc c'était un peu malheureux de son côté. Puis finalement, l'élément cocasse du Grand Prix, il faut remercier l'incident chez l'équipe Red Bull avec la difficulté de revisser la vis sur le pneu avant droit qui a causé ensuite toute cette cascade d'événements qu'on connaît par la suite. Donc, Verstappen qui fait un arrêt d'11 secondes, Hamilton qui rencontre Verstappen et on arrive à l'incident qui va rester jusqu'à la fin de la saison et qu'on va revoir certainement en plus d'une reprise dans Drive to Survive saison 4, qui est l'incident de Verstappen et Lewis Hamilton qui a causé chacun des abandons et qui était très bien beach. La voiture s'est bien ensablée et on pourrait peut-être même ici mettre une belle astérisque, encore une fois, Wallo qui a clairement sauvé la vie à Lewis Hamilton. Oui. Il est ressorti du Grand Prix dans les commentaires, on a vu en disant qu'il avait un peu mal à la tête. S'il n'y avait pas de halo, il n'y avait plus de tête, là. Ouais, c'est ça. On aurait assisté à un drame sans nom, en fait. Donc. Et donc, j'avais vu sur Twitter, il y avait un journaliste qui demandait on est rendu à combien de vies sauvées grâce au halo? De mémoire, je pense qu'on est rendu à 5 ou 6. Ouais. Je pourrais me tromper. On est rendu à quelques-uns, là. Hamilton, Grosjean l'année dernière. Russell, Alonso, Leclerc. Donc, ouais, la liste commence à s'allonger, hein, parce que, soyons honnêtes, certes, esthétiquement, c'est pas bon, on s'entend. C'est pas laid non plus. C'est pas laid non plus. J'aime ça. Comme Pierre-Roux le disait la première saison, ce qu'on l'a eu, le halo, au premier Grand Prix, on le voit, au deuxième, on l'oublie totalement. Les pilotes aussi ne le voient pas, parce que quand ils sont en ligne droite, c'est très mince, puis quand ils tournent à gauche ou à droite, la tête tourne, donc ils ne voient pas le halo, ils regardent normalement où ils vont. Donc, c'est ça. C'est pas un problème. Non, c'est ça. La Formule 1 l'utilise bien avec la télégraphie et toutes les commanditaires, etc. On peut mettre des super là-dessus, puis faire des trucs assez jolis. Et ça reste plus beau qu'un aéroscreen. Je suis pas d'accord là-dessus, mais c'est vrai que ça paraît mieux. Un aéroscreen, on dirait un jet, on dirait un F-35. Ouais, true. D'ailleurs, en parlant, il y a une course, si vous voulez regarder l'IndyCar sur NBC, je pense aux alentours de 3 heures, c'est le Grand Prix de Portland. Alors, c'est juste un shameless plug pour l'IndyCar. Donc, si jamais vous voulez réagir à ce qu'on vient de dire, vous pouvez le faire en commentaire, puis on va en parler. D'ailleurs, il y a une question de Léo Basson sur Twitter qui nous dit, on va en parler justement, la limite de respect entre Hamilton et Verstappen a-t-elle été franchie? Parce qu'il faut l'expliquer, il y a eu un autre accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ce qui explique pourquoi on a eu cette image de la roue de Verstappen qui frôle en fait la tête d'Hamilton, touchant un peu. Donc, contexte, Hamilton sort de la ligne des puits, après son arrêt au puits, qui était un peu lent, revient entre Norris et Verstappen. Les deux, Verstappen et Hamilton, tentent de rentrer à la chicane, première chicane, puis là, ensuite, il y a eu accrochage. Et évidemment, c'est pas la première fois que les deux s'accrochent. Il y a eu Silverstone, évidemment, mais il y a eu aussi des cas comme Imola, un dépassement un peu illégal en fait, au Bahreïn. Donc, est-ce que la limite la limite de respect a-t-elle été franchie? Jean-Sébastien. Je pense pas. Je ne pense pas. Je voyais Arcadio Marcosi, ancien journaliste sportif maintenant qui travaille pour le CF Montréal. Oui, j'ai dit CF Montréal. Qui disait « Oh, il y a des vibes de Senna-Prost. » On n'arrivera pas là. On n'est pas là. Et c'est pas Senna ni Prost, soyons clairs. Il y en a un qui a le sang chaud, l'autre qui peut avoir le sang chaud, le premier étant Verstappen, le deuxième étant Hamilton. Sauf que les deux sont beaucoup trop corporate maintenant pour être des espèces de loose cannon, comme on dit. Et ce qui fait en sorte que je pense pas que la limite a été franchie, dans la mesure où elle a peut-être été franchie en fait à Silverstone.
Mais ça, c'est plutôt une construction narrative par les fans. Je pense que le respect va rester là pour longtemps. Je m'attends plus que ce soit beaucoup plus compliqué à partir de l'année prochaine quand il va y avoir un certain George Russell qui va arriver. Donc non, je ne pense pas que la limite de respect est atteinte. Je pense qu'elle va rester, du moment que les commissaires vont décider ce qu'il y en est. De toute façon, Hamilton, comme il dit souvent aussi, il n'a pas nécessairement beaucoup de mémoire des Grands Prix. Il dit souvent « Ah, ça, c'était le Grand Prix le plus difficile que j'ai remporté », alors que il disait assez régulièrement, par exemple, par le passé, disons. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il va oublier. Verstappen, lui, il ne se nourrit pas nécessairement de ce genre d'incident-là. Les deux pensent souvent au prochain Grand Prix, donc ce qui s'est passé par le passé, il s'en soucie très peu. Donc non, la limite n'est pas franchie parce que je pense que la limite, elle est très, très loin dans ce cas-là. Marc-André? C'est une très bonne question. J'appuie la position de Jean-Sébastien parce que je crois que si on avait voulu franchir cette limite de respect, elle aurait été fait après le Grand Prix de Grande-Bretagne, là où honnêtement, tout allait mal chez Red Bull. On remettait beaucoup en question Mercedes et Hamilton dans cet accrochage. C'était une situation qui était très dramatique. Et finalement, tout s'est calmé. Les deux sont retournés en piste sans gros accrochages. Bon, il y en a eu d'autres, comme celle-ci aujourd'hui. Mais du moins, je pense pas que les esprits vont s'échauffer tant que ça jusqu'à la fin de la saison parce que les deux ont une limite de respect assez grande, considérant que la fin s'en vient et que chaque Grand Prix est important. Et l'un comme l'autre ne peuvent pas se permettre de dépasser cette limite parce qu'il va avoir des conséquences, que ce soit pour Hamilton ou pour Verstappen. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un amalgame de situations qui va arriver, mais que pour l'instant, la limite de respect est encore là. Souvent, les deux, justement, dans les médias, veulent rappeler que les deux sont encore très bien dans la situation et que c'est un peu nous là, qui amène ça à un autre niveau. Et on le verra aussi dans Drive to Survive. Peut-être que lorsque ça va sortir en mars prochain, je vais avoir un autre avis. Donc, j'ai hâte de voir. Mais je crois qu'il y a encore le respect est encore là mutuel. Parce qu'écoute, ils n'ont pas le choix rendu là. Le meilleur gagne. Les deux ont fait des fautes. Les deux ont mis les pilotes hors de la piste. Donc, rendu là, c'est une course au championnat. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, d'ailleurs, il y a Carl sur Facebook qui nous demande en fait si l'incident entre Lewis et Max aura autant de legacy que Hill Schumacher en 94 et même 95, je dirais, et Prost Senna. Moi, je pense que, évidemment, on va en parler longtemps de ces incidents. Ça va faire partie de l'histoire de la Formule 1 parce que c'est un duel intense. Ça faisait... En autant aussi que Hamilton-Rosberg aussi, entre 2014 et 2016, parce que je trouve que c'est un duel assez serré entre les deux. C'est même, on pourrait dire, la passation. Excusez, ça c'est peut-être les élans donc, c'est peut-être même une... comment je dirais? La passation de pouvoir entre l'expérience et la jeunesse. Donc, moi, je crois que on va beaucoup en parler, surtout que avec l'ère des médias sociaux, cet événement, comme ce fut le cas avec Silverstone, va être autant médiatisé par tout le monde. Les médias vont en parler. Donc, oui, ça va faire partie. Ça fait aujourd'hui, je peux même le dire, ça va être un moment capital dans l'histoire de la Formule 1. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tu penses? Moi, je pense que oui. Non? Tu penses pas, Jean-Sébastien? Silverstone, c'est les fans qui l'ont nourri. Les pilotes ont l'air de s'en foutre un peu plus. Prost Senna, c'était une histoire davantage plus de pilotes que de fans, quand même. Hill Schumacher, tout le monde le nourrit. Silverstone, Verstappen, où il était en maudit. Hamilton a continué sa route comme si de rien n'était. Puis en même temps aussi, si on regarde Verstappen aussi, l'instant de Silverstone, oui, il l'a eu, il l'a nourri, excusez, j'ai utilisé une vieille expression québécoise, mais il a roté son vieux sûr pendant un petit moment, là. Mais il est passé outre. Mais l'instant d'aujourd'hui,
Ouais, c'est un incident de course. Moi, je retiens davantage beaucoup plus un Hamilton-Rosberg à Barcelone qu'un incident d'aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est un incident. Celui-là, à cette journée-là, on a enlevé les gants entre les deux coéquipiers. Et puis là, c'est devenu très, très laid. Donc, c'est pour ça que l'année prochaine, s'il y a un incident avec Russell sur Hamilton, que ça va être laid. Là, ça va être très laid, ça. Parce que là, la passation de pouvoir va être là parce que ça se déroule à l'intérieur de l'équipe. Alors que là, c'est juste deux grosses corporations qui se battent l'une contre l'autre. C'est des canettes contre des moteurs. Des canettes, ouais. Ah non, prenez des gourets à la place, pas des Red Bull. Buvez de l'eau! C'est meilleur pour la santé. Ouais, les Red Bull, c'est de l'eau. OK, bref. Ouais, mais c'est ça, je suis d'accord. C'est un incident de course. Ce qui s'est passé, je pense que autant Hamilton aurait dû laisser un peu plus de place à Verstappen, autant que Verstappen aurait dû se retraiter. Moi, je pense que les commissaires vont dire, regardez, c'est juste un incident. Toto Wolff a dit que c'était, pour reprendre les termes de soccer, justement, Liverpool vient de marquer, c'est une faute tactique. C'est une faute tactique. Donc, c'est juste ça. C'est juste quelque chose qui aurait pu être évité, certainement. Mais c'est quelque chose qu'on a vu venir aussi, surtout avec ce qui s'est passé au premier tour quand Hamilton et Verstappen Hamilton a tenté de dépasser Verstappen dans la deuxième chicane au départ, mais il a décidé de se tasser et de revenir derrière Lando Norris. Mais dans ce cas-là, on s'en parlait un peu avant le début du balado, Abdou. Est-ce que les saucisses, les boudins qui sont là au virage numéro 1 sont encore nécessaires? Tout le monde passe là, puis la voiture a l'air de rester correcte. Donc, dans ce cas-là, on fait quoi? On les retire ou on met des affaires qui sont encore plus hauts, qui vont vraiment endommager la voiture pour les empêcher? C'est comme les off-limits au virage numéro 11 ou sur plein d'autres circuits. Il y a un moment donné où la frontière, c'est juste du gris, ce truc-là, et c'est un peu chiant. Là, clairement, c'est le boudin qui a fait survoler Max Verstappen sur Lewis Hamilton. Bon, nonobstant Lewis Hamilton, s'il était à sa place ou non, là, mais il a quand même volé à partir de là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la boutade, je disais, est-ce qu'on remet les pneus comme en 1996? Alors, parce que ça, c'est super pénalisant. Tu rentres dedans, il n'y a plus de suspension, il n'y a plus de pneus, c'est l'abandon. C'est ça. Et Jacques Villeneuve et Damon Hill pourraient parler par expérience. Ben oui. Donc, non, c'est ça. Moi, je pense personnellement, les boudins Moi, les boudins, c'est ça aussi que je me dis, ça fait longtemps que c'est là. À un moment donné, ça va causer un chaos, mais... En Autriche, c'était super dangereux, les gros boudins. Là. Ils étaient gros. Oh oui. Là. Ah oui, Daniel Kvyat aussi, je pense que c'était en 2016, il y a eu un gros accident en roulant justement dessus. Donc, on fait quoi? C'est ça. Est-ce qu'on les rapetisse un peu ou pour justement en même temps pénaliser le pilote, mais sans nécessairement endommager la voiture et créer des incidents airborne comme on a vu aujourd'hui? Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être à revoir. Donc, assez parlé d'Hamilton Verstappen. L'incident est présentement sous enquête. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, on va revenir là-dessus, vous donner des nouvelles. On va parler de cette magnifique victoire de McLaren. Enfin, une victoire. Une première depuis 2018 pour Daniel Ricciardo depuis Monaco 2018 et une première pour McLaren depuis Brésil 2012. Et en plus de cela, un podium. Et comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, Ricciardo a été très bon tout le week-end et à Monza, c'est une bête. Chaque année qui vient là, c'est une bête. Je me souviens 2019 avec une Renault qui était pas vraiment bonne sur les lignes droites. Il a réussi à finir 4e. Alors, certes, aidé par un tête à queue de Vettel, mais il a fait le travail aussi. Il a fait de très beaux dépassements, dont un sur Bottas en 2016. Alors, moi, je crois que vraiment, Daniel Ricciardo a fait le travail. On sait, il a beaucoup été critiqué au cours de la saison pour son manque de performance. On disait, qu'est-ce qui cloche? Et là, finalement, le Grand Prix d'Italie est arrivé. Donc, vraiment, et même sans l'incident Hamilton-Verstappen, il aurait gagné cette course quand même. Oui,
certainement. Il y a un moment donné où je me disais, si Hamilton chose ses pneus tendres pour la deuxième partie de la course, ça risque d'être une bête. Mais on savait que c'était difficile de dépasser. Hier, Lewis Hamilton a eu beaucoup de difficultés à essayer de dépasser les McLaren, mais en même temps aussi, il était sur des pneus moins performants qu'il était sur les réguliers, les jaunes contre les rouges pour les McLaren. Donc, c'était un peu plus difficile. Donc là, en inversant les pneus, est-ce que ça aurait été plus facile? On ne sait pas. En fait, on ne saura jamais, en fait. Mais visiblement, il aurait peut-être pu avoir un avantage là, mais il faut vraiment aller chercher quelques dixièmes de plus autour pour pouvoir faire un dépassement à Monza. Donc, c'était plutôt difficile. Non, la performance de McLaren était juste géniale. Lando Norris, c'est peut-être un peu la surprise. On savait qu'il était bon, mais la voiture, là aussi, a été performante. On sait que Daniel Ricciardo adore Monza. Visiblement, Lando Norris aussi va commencer à l'aimer. C'est son meilleur résultat en Formule 1. Exactement. Meilleur résultat pour Lando Norris. Son 5e podium cette saison en plus. Et Daniel Ricciardo remporte une voiture. Oui, c'est vrai. Parce qu'il avait fait un pari avec Zach Brown pour dire si jamais tu obtiens un podium, tu vas pouvoir conduire la voiture, je pense, 1984 de. Non, il lui donnait. Il lui donnait. Ah, ok, il lui donnait. Ben, il lui donnait la voiture de Dale Earnhardt 1984. C'est une magnifique voiture. Ça, je peux vous le garantir. Elle est très belle. Et en plus, c'est pas la première fois que Zach Brown fait des paris osés. Il l'a fait avec Pato O'Ward lors de la course au Texas au début du mois de mai. Ben, avant que Pato O'Ward gagne au Texas cette année. Alors, et avec ça, O'Ward va conduire une Formule 1 lors des essais à Abu Dhabi. Alors, c'est une grosse motivation, en fait, pour les pilotes. Donc, peut-être que si Zach Brown dit, si jamais, à Lando Norris, si jamais tu gagnes une course, ben peut-être je te paye le lait pour l'éternité. Donc, ouais. Je l'espère pour lui. Je pense qu'il est proche d'une victoire, Lando Norris. Et s'y approche. Oui, il s'y approche. Sinon, toi, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des McLaren? Ben écoute, c'était peut-être pas la voiture la plus performante, mais dans les circonstances, ils l'ont profité et ils ont concrétisé leur position. Pour ce qui est de Ricciardo, j'ai vraiment l'impression que ça peut être un tournant dans cette saison pour lui. Tu sais, depuis le début de la saison, lorsqu'il avait un bon résultat, on disait bon, là, c'est peut-être le moment, là. Ça va réveiller Ricciardo, puis il va pouvoir recommencer à avoir des bonnes performances de façon constante. Et à chaque fois, le Grand Prix ensuite, c'était de la déception dans le cas de Ricciardo. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, on sait à quel point une victoire, ça peut faire la différence dans l'état d'esprit d'un pilote. Et on l'a vu avec la victoire de Pierre Gasly à Monza l'an dernier. On l'a vu également avec Ocon, qui a changé un peu son minding, son état d'esprit après une victoire. Donc, je crois que de retrouver une victoire dans le cas de Ricciardo, ça va être très important pour lui cette saison, surtout dans une saison aussi difficile où, de façon frustrante pour lui, rien ne fonctionnait, rien n'allait dans son cas. Et puis, peut-être finalement, il va pouvoir retrouver un certain calme dans sa saison. Puis, pour ce qui est de Norris, je te dirais que vous l'aviez dit, mais il s'approche de sa victoire. Il travaille fort pour y arriver et il s'approche. Heureusement pour lui, c'est un pilote qui est charmant, c'est un pilote qui est travaillant, c'est un bon pilote et il va arriver bientôt à cette fameuse victoire. Oui, effectivement. Et j'espère et en plus, ça donne un boost à McLaren pour la 3e place, étant donné que Ferrari, 4e au moins pour Leclerc, et 6e pour Sainz, mais disons que c'était pas la course espérée. On s'attendait à ce que Ferrari soit un peu en difficulté, étant donné le manque de vitesse en ligne droite. Mais au moins, il rapporte des points. Mais dans l'optique où McLaren a un doublé plus le point bonus pour le meilleur tour, il va falloir que Ferrari revienne dans la course avec un meilleur résultat que ça. Et ça veut dire un doublé. Exact, parce que là, le doublé Ferrari, ça va être difficile. Mais en même temps aussi, le doublé McLaren,
pas beaucoup l'ont vu venir aussi en début de saison. Mais au précédent Grand Prix, je disais pour Ferrari, il faisait une très belle opération en prenant une solide 3e place avec 11 points d'avance. Visiblement, je suis obligé de retirer mes paroles parce que oui, on savait que Ferrari, ça allait être difficile, comme tu l'as dit, Abdou, mais par contre, la super performance de McLaren fait en sorte que le quart de plus 11 de Ferrari devient maintenant un différentiel de moins 13,5 pour Ferrari. Donc, c'est 24 points de swing qui vient de se dérouler sur un Grand Prix. Ça fait très mal. Mais cette bataille pour la 3e va être excitante au possible jusqu'à la fin de la saison. Drive to Survive, oui. Ils ont un super sujet en ce moment-là. Ah oui. Ok, oui, j'ai hâte de voir cette saison-là parce qu'on va avoir du contenu. Et ils sont mieux de ne pas nous décevoir. Donc, on va parler de Valtteri Bottas qui finit sur le podium. On s'attendait à ce qu'il parte derrière, évidemment, en vertu de la pénalité de grille, pardon. Mais au final, ça a été un très bon week-end pour le Finlandais. Ben oui, il remporte la course sprint. Déjà, c'est cool. Il repart de là avec une belle médaille. Trophée prix un peu boboche parce que la médaille est très, très grosse par rapport à ce que c'est. Là. C'est une course sprint. On te remet un truc qui est plus gros qu'une médaille olympique. On dirait que quasiment que tu pourrais avoir une... C'est un sous-vert, en fait, les gars. Hein? On est d'accord, là? C'est un sous-vert. Ouais. Non, plus sérieusement, Bottas... les premiers tours étaient un petit peu difficiles. Dépasser certaines voitures, c'était pas nécessairement les choses les plus simples. Stroll s'était enlevé un suçon à un enfant. Visiblement, c'était super facile, mais il y avait quelques voitures qui étaient un peu difficiles. Donc, au tiers de la course, autour du 15e tour, je me disais, il stagne un peu tranquillement le garçon, donc il va finir par revenir. Puis finalement, la voiture a bien avancé. Puis au retour de l'accident après la voiture de sécurité, la voiture a connu un bon rythme, mais difficile de dépasser à Monza, difficile de dépasser une Red Bull, et on l'a vu, c'était... il a su profiter d'une pénalité bien malgré lui pour finir 3e, mais s'il avait pu dépasser Perez plus tôt, peut-être que Bottas aurait pu gagner le Grand Prix. Ah ouais. C'est pas impossible. Parce que quand il a fait son meilleur tour tout seul, sans les autres pilotes, qui a fait un tour, il a battu le meilleur tour par 1,3 secondes, quelque chose comme ça. À peu près, ouais. Il allait à une vitesse TGV, là, c'était hallucinant. Il aurait vraiment, je pense, pu aller chercher les 2 McLaren, mais la Red Bull était difficile à dépasser. Ah oui. Perez est bon, hein? Perez est bon pour bloquer. Oui, ça c'est vrai. Difficile. Ouais, il est difficile. Ah oui. Piloter contre Perez, c'est toujours difficile. Oui, c'est pour ça que Red Bull l'a signé. Ouais, ça, il faut l'avouer. Ça a été une belle défense de sa part. Ouais. Sans qu'il ait nécessairement à gagner un avantage quand il est hors de piste. Et toi, Marc-André? Comme ça, ouais. Ah ouais. Et toi, Marc-André? Ben écoute, Bottas, comme Jean-Sébastien l'a précisé, il a été bon samedi, il a été bon aujourd'hui. Ça a été le pilote qui a réussi le plus de dépassements, bien sûr, dans la course, on va s'entendre. Mais c'est aussi une constance dans son cas. On le voyait peut-être pas venir, mais à un moment donné, j'ai été surpris de le voir 10e déjà. Et puis, ça a été un résultat intéressant pour Bottas dans le sens où, bon, il obtient les 3 points hier, il obtient un podium aujourd'hui dans une course folle pour lui. Donc, nécessairement, ça va lui redonner le sourire, ça va lui redonner aussi le goût de la compétition, alors que j'ai l'impression que dans les dernières semaines, en raison de ses performances, je le voyais beaucoup moins agressif sur la piste. Donc, j'ai hâte de voir quel potentiel conséquences positives pour lui ce podium aura. Surtout quand tu regardes qu'il a un peu sauvé la course de Mercedes au championnat des constructeurs, alors que, bon, bien sûr, Verstappen et Hamilton sont sortis, mais sa performance, sa remontée a permis à Mercedes d'avancer des points importants pour le championnat des constructeurs, parce que on a vu ça, on a vu cette situation-là souvent. Bottas qui a de la misère à remonter le peloton alors qu'il a pratiquement la meilleure voiture. Donc, de réussir cela aujourd'hui était important pour lui et pour l'écurie. 18 points d'écart, il faut dire, entre Mercedes et Red Bull. Ouais, ça c'est quand même important, ça. Ça, c'est quand même important pour la suite du championnat. C'est une troisième place. C'est une deuxième place. C'est ça. C'est une deuxième place carrément. Et juste avant de continuer, je viens de tomber sur une image de Lewis Hamilton avec
un genre de bandage de kiné, en fait. Tu sais, les bandes... Les bandes bleues. Ouais, les bandes bleues, bon, cette fois-ci, c'est noir dans son cas au niveau du cou. Donc, ouais, je pense que l'accident lui a donné des petites douleurs au cou, en fait. Et évidemment, il a pris des anti-inflammatoires. Donc, c'était pas un petit choc, en tout cas. On va passer maintenant avec le héros local de la foule, Antonio Giovinazzi. Julien qui nous pose la question. Selon vous, est-ce que l'incident de Giovinazzi qui résulte d'un DNF et d'une pénalité de 5 secondes envers lui signifie la fin de sa carrière en Formule 1? Parce qu'au départ, il est parti 7e. Deuxième chicane, coupe le virage, revient dangereusement, pourrait dire, aux yeux de la FIA, et s'accroche avec la Ferrari de Sainz, endommage son aileron avant, et là, il repart loin derrière. Il finit, je pense, hors du top 10. Il finit 13e, alors qu'il y avait une opportunité d'aller marquer des points. Et surtout avec les rumeurs comme quoi Guan Yu Zhou, le pilote chinois chez Alpine, pourrait prendre son volant chez Alfa Romeo avec une belle cagnotte de 30 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que... Et l'influence chinoise également. Oui. La Formule 1 veut ça. Donc, est-ce que vous pensez que c'est fini pour lui, Marc-André? Ben, je crois qu'il a peut-être abandonné sa dernière chance de ressortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, en fin de semaine, il était tout simplement extraordinaire. Samedi, il a sorti sa meilleure performance en qualification. Une belle course. Et vendredi, pardon, une belle course ensuite. Hier et aujourd'hui, de manière complètement absurde, il réussit à tout perdre, ce qu'il avait réussi à amasser durant la fin de semaine. Aussi, il avait réussi à amasser une certaine énergie des fans également. Les fans voyaient ce que Giovinazzi était capable de faire et ils se disaient, OK, ben, il est capable d'être un bon pilote, il est capable de garder une voiture en piste et de lui donner ce que la voiture ne peut pas offrir. Parce que honnêtement, l'Alfa Romeo, c'est pas énormément une voiture qui peut se rendre dans le top 10, à moins d'une performance extraordinaire du pilote. Et c'est ce que Giovinazzi a fait. Maintenant, l'influence chinoise que Zhou peut amener, les 30 millions que Zhou peut amener, est intéressant, bien sûr, pour Alfa Romeo. En plus, c'est un jeune pilote. Je pense que la stratégie employée par Alfa Romeo, j'en ai parlé dans un podcast précédent, mais ça pourrait être d'avoir un jeune pilote de réserve, justement, Zhou, qui vient pendant 1-2 ans en attendant que Théo Pourchaire arrive. Donc oui, je pense que Giovinazzi a peut-être abandonné sa dernière cartouche pour espérer rester en Formule 1. Maintenant, ce n'est pas à moi de décider. Ça va être à Alfa Romeo de décider. Mais j'ai l'impression que ça va être très difficile pour Giovinazzi après cette erreur, alors qu'Alfa Romeo aurait pu avancer des points très importants pour la suite des choses. Très vrai. Et toi Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu penses? Oui, vas-y. Si sûr qu'il laisse sa place. Les 2 derniers Grands Prix de Giovinazzi, de façon générale, étaient bons théoriquement en qualif et en course. Il y avait un rythme. Je pense que la voiture aurait eu une certaine difficulté pendant le Grand Prix parce que naturellement, il aurait un peu reculé, mais pas tant. 30 millions d'euros, là, c'est de l'argent. Là. C'est beaucoup d'argent pour une petite équipe, mais l'avantage que Giovinazzi peut avoir, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il y a le retour, il y a le cap limite qui est bien imposé, qui sera bien présent, même s'il est déjà un petit peu présent cette année. À partir de l'année prochaine, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, il y a un argument qui joue en la faveur d'Antonio Giovinazzi dans la mesure où on peut avoir, on peut décliner quand même une belle somme de 30 millions d'euros, mais en même temps aussi, si Raikkonen s'envole, son commanditaire de bière thaïlandaise ou vietnamienne, je ne sais plus la nationalité, là, mais de ce coin de l'Asie du Sud-Est, va sans doute partir. Donc, il va y avoir un trou dans les finances. Donc, ça peut être intéressant d'embaucher Guan Wanzhou, mais c'est pas un pilote qui m'impressionne énormément. Oui, il est bon, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc, est-ce que ça vaut 30 millions d'euros? Je le sais pas. Antonio Giovinazzi. Pour cher, peut-être. Ouais, mais Giovinazzi est bon. C'est un pilote italien. L'équipe est italienne, même si elle est basée en Suisse.
C'est intéressant pour la nationalité. Mon feeling, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont le garder. Je pense qu'ils peuvent le garder. Guang Wanzhou, 30 millions d'euros, c'est très impressionnant. Moi, souvent, on a vu des pilotes payants qui arrivent avec énormément d'argent, puis finalement, ils ne livrent pas l'argent. Finalement, c'est pas autant d'argent qui est livré. C'est vrai. Donc, on a vu des mauvaises surprises par le passé. J'ai l'impression qu'ils vont garder Antonio Giovinazzi parce que c'est loin d'être un vilain pilote. Même si Alfa Romeo est censé être libre de pouvoir choisir ses pilotes, j'ai l'impression que Ferrari va quand même dire un peu c'est le seul Italien en Formule 1, là, on l'aime bien. Là. Je veux bien que, à la limite, qu'un Charles Leclerc soit à la limite italien parce qu'il est à la frontière, là, mais celui-là, c'est un vrai. Puis en plus, c'est intéressant aussi de le garder d'un point de vue très purement émotionnel. Il vient d'une famille très modeste, Antonio Giovinazzi. Il n'est pas né avec la cuillère d'argent en bouche. Là. C'est une famille assez modeste, qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui ont pu monter les échelons. Donc, c'est un vrai talent pur qui est grandi de rien et il est en Formule 1. Donc, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible pour pouvoir gagner un bon salaire. Ouais. Ben, moi, je dirais, je sais pas, je vais lui donner une dernière chance pour dans 2 semaines quand ce sera le Grand Prix de Russie. Parce que, soyons honnêtes, la semaine dernière aux Pays-Bas, c'est une crevaison qui a ruiné sa course. Donc, c'était rien qui était en sa faveur. C'était pas de sa faute. Mais aujourd'hui, je pense que il s'est mis les pieds dans les plats en rejoignant la piste de manière un peu dangereuse. Donc, ça mérite un gros. Donc, c'est juste ça que je peux dire. En c'était fait. Quoi? Est-ce que c'était un Kimi Raikkonen de façon très lente ou très accélérée ou c'était juste un autre son random? Non, c'était le bruh sound. Le fameux. Pardon. Je pensais que c'était un non, ça aurait été un peu plus. Exact. On va parler de Lance Stroll. Enfin, un bon résultat, 7e, en attendant la décision des commissaires parce qu'il est sous enquête pour ne pas avoir ralenti suffisamment lors des doubles drapeaux jaunes. Mais sinon, il termine 7e. Si Daniel Ricciardo est très bon à Monza, Lance Stroll, lui, il l'est. Parce que depuis qu'il est en Formule 1, à part pour 2019, il a été dans les points. Donc, là, il finit devant Vettel. Il a fait un très bon départ hier. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la course du Québécois? Course anonyme? Ouais, hein? Course anonyme de la part de Lance Stroll, on l'a très peu vu à l'écran. Clairement, il va être pénalisé parce que si le commissaire doute que tu as pas assez ralenti ou tu es allé trop vite pendant un incident de course, clairement, tu vas être pénalisé. Là. C'est comme un classique là, quand une voiture va trop vite dans les pluies, puis on dit la voiture est sous investigation. Elle n'est pas sous investigation. C'est juste qu'on on veut juste lui dire tu vas avoir une pénalité, mon ami. Là. C'est pareil pour Lance Stroll, ça va coûter sans doute 5 secondes. Donc, est-ce qu'il va... J'ai pas le chrono final en tête. Est-ce qu'il va perdre une place s'il y a 5 secondes de pénalité? S'il y a 5 secondes de pénalité, il serait à peu près... il va perdre sa 7e position. Non seulement il va perdre sa 7e, mais il va perdre ses points. Il va finir 11e parce que... Ouais. Enfin, bon résultat pour Stroll dans le super ici à l'écran. Là. Non, ça risque de ne pas être un bon résultat pour Stroll, en fait. Si c'est 5 secondes. Si c'est 5 secondes. Et à mon avis, il va y avoir la pénalité parce que si c'est sous investigation, généralement, comme j'ai dit tantôt, ça finit mal. Ouais, exactement. Mais en général, moi, je pense qu'il a eu un peu le dessus sur Vettel, à part lors de la séance de qualification du vendredi. À l'inverse, Vettel a été... Ça a été difficile pour Vettel. Brouillon. Ouais. C'était pas facile en fin de semaine pour Vettel. Ah non. Il a été accroché aussi par Mazepin à un moment donné. C'était aussi. Et Ocon. Excuse. Ouais. Exact. Et Ocon. Et Ocon. Et Ocon, oui. Ouais, Ocon a une pénalité de 5 secondes, plus 1 point de pénalité sur sa super licence. Alors, bien mérité. Disons que Vettel, ça a été, compliqué. Puis même, il s'est fait surprendre par Stroll dans le premier Lesmo au départ, ce qui a fait en sorte qu'il s'est fait dépasser par 3 autres voitures, dont Nicolas Latifi. Et soyons honnêtes, en parlant de Latifi, une bonne course et surtout George Russell qui marque des points aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. George Russell termine 9e.
Mais ça a été une course comme Stroll, anonyme. On ne l'a pas trop vu non plus. Même chose pour Latifi. Tu sais, ce Ouais. sont des pilotes qui ont réussi à sortir un petit lapin de leur chapeau sans que ça paraisse, mais qui sont quand même très utiles pour leurs écuries en ce moment. Bon, on verra avec Stroll s'il va réussir à concrétiser ses points si jamais il n'est pas pénalisé. Petite correction, non, Stroll, si jamais il avait une pénalité de 5 secondes, ben Stroll finirait 10e parce que Latifi est à 23 secondes du vainqueur. Bon, ça ferait quand même un point au pire, mais bon, c'est Ouais, pas génial. c'est un petit. Cette pénalité cette potentielle pénalité pour Stroll, je la trouve aussi niaiseuse que la pénalité de Sergio Perez. Ouais, ça c'est bien vrai. vrai. Sur ton volant, tu sais ton delta à respecter, c'est pas difficile. Exactement. Donc, justement, ça vient de tomber. Ben, Stroll va être chez les commissaires dans 5 minutes. Donc, on n'aura peut-être pas une réponse d'ici la fin de l'épisode, mais en attendant, ben, on peut parler des impressions de la course, de cette qualification sprint, numéro 2, en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, en fait, de celle en Italie, puis ensuite, généralement, je vais commencer avec Marc-André. Moi, j'ai aimé ça. Encore une fois, je trouve que c'est une réussite pour la Formule 1, mais je mets un petit bémol. Je ne voudrais pas que ça devienne la grosse qualification normale. J'aimerais pas ça que ça soit à chaque Grand Prix, mais ce que j'aime, c'est que si la Formule 1 veut l'instaurer de temps en temps sur certains circuits, juste pour exciter un peu les gens pendant 3 jours. Maintenant, vous allez me dire, ça va peut-être faire de la compétition déloyale pour les promoteurs qui peuvent profiter justement d'un 3 jours complet avec de l'action, peut-être. Mais je trouve ça intéressant, mais peut-être pas suffisamment pour avoir ce type de Grand Prix, ce type de fin de semaine pendant les 23 courses. Mais encore là, c'est excitant le vendredi, c'est excitant le samedi, c'est excitant le dimanche. Ben, de temps en temps, souvent. Mais j'aime ça. Je pense que la Formule 1 a trouvé quelque chose d'intéressant. C'est une course sprint. Certains pilotes vont en ressortir gagnants. On l'a vu avec Ricciardo qui réussit à avoir un excellent départ et ça lui réussit. Donc, le fait que ça soit une course ajoute de l'imprévu et ajoute des éléments que les pilotes ne peuvent pas contrôler. Donc, moi, j'aime ça. On verra ce que la Formule 1 va en décider. Supposément, il en reste une au Brésil. Maintenant, est-ce que le Grand Prix du Brésil va avoir lieu? Ça, c'est une réponse que je n'ai pas encore. Donc, on verra si on pourra avoir ce 3e Grand Prix, mais j'aime ça. Et Jean-Sébastien qui nous montre... Voici quelque chose qui était beaucoup plus intéressant que la qualif sprint. Je tiens dans mes mains Dune de Frank Herbert que je suis en train de terminer. J'ai commencé ça il y a 10 jours. Je suis au chapitre final. Il me reste 40 pages. J'ai lu Dune pendant la F1 sprint. C'était d'un ennui après la relance. J'ai trouvé ça ennuyant. Ça ne s'appliquait pas au bon circuit. On a fait plaisir aux Tifosi au circuit de Monza parce que c'est Monza. Parce que c'est un circuit où le mythe fait en sorte qu'on essaie des nouvelles choses à cet endroit-là, mais c'était pas intéressant, je m'excuse. C'était assez ennuyant. On nous a montré à la fin de la qualif sprint, parce qu'il faut dire quand même que c'est une qualif sprint, en fait, ça devrait être une course sprint, parce que le résultat final ne devrait pas impacter le départ du Grand Prix. En fait, ça devrait vraiment être une course sprint. Comme ça, au moins, on mettrait plus de pression sur la qualification et non sur cette chose qu'on a eue hier. Ouais. On nous a montré un moment, c'était le seul dépassement du Grand Prix de cette qualif sprint. C'était Alonso pour la 12e place, je pense, entre quelque chose comme ça. Et donc, on nous a dit, voici le moment de cette qualif sprint. Ben ouais, c'est parce qu'il fallait montrer quelque chose, il fallait qu'on retienne quelque chose, puis c'était un triste dépassement. Mais c'est quand même plus intéressant que des essais le vendredi pour les gens présents quand même. Et même une F1. Oui, mais ça m'implique d'être là devant mon écran pendant 3 jours alors que je travaille le vendredi midi. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est pas du golf, hein? C'est pas sur 4 jours. Non, c'est ça. Ben moi j'étais à Ottawa hier, et puis avant le match de l'Atlético, puis disons, est-ce que je regrette d'avoir quitté Montréal à 7 h le matin? Peut-être un petit peu.
parce que j'avais hâte de voir cette qualification sprint, mais à part le mauvais départ de Lewis Hamilton, l'accident de Pierre Gasly, c'était pas fameux. Ce n'était absolument pas fameux. Cela étant dit, je pense que ça peut être bien sur quelques courses. Et si jamais les voitures 2022 seront meilleures que celles que cette année, si elles sont capables de se suivre, mais je ne pense pas, comme Jean-Sébastien l'a dit, que ça devrait impacter la course en tant que telle pour le lendemain. Ça devrait être les qualifications. Et même la F1 pense à justement changer le format, ne pas faire en sorte que ce soit, ça détermine la grille de départ parce que statistiquement, ça devient un cauchemar. Parce que ça devient une course de 80 tours, ça vient juste un Grand Prix de 405 km. Le résultat qu'on a à la qualif, ça va être à peu près celui qu'on va voir à la course. Donc, il faut pas que ça impacte. Il faut que tu donnes comme faut que ça soit comme une espèce de bulle où tu donnes 3 points supplémentaires sans que ça transforme. Au lieu que ça soit une qualif sprint, il faut que ça soit une course sprint. C'est ça, comme un peu en Et on reprend le résultat du vendredi qui impose encore plus de travail sur le vendredi en disant, parce que le vendredi, on peut dire au moins lors de la qualif, OK, ça nous donne une chance, je peux me replacer pour le dimanche parce que j'ai fait un mauvais résultat. Là, tu es condamné. Là, tu es obligé de trouver le bon réglage tout de suite. Tu es obligé de te forcer beaucoup plus. Tu es obligé de te donner davantage le vendredi parce que tu n'as plus de marge de manœuvre, parce que le samedi, tu sais que si tu pars 8e, ben, le dimanche, tu repars quand même 8e. C'est ça. Puis, par exemple, je prends 2 exemples. Sergio Perez qui fait un tête-à-queue à Silverstone, sa course a été... Sa course est merdée à cause d'une course de 3 points. C'est ça. Et Pierre Gasly aussi, un contact aussi léger que ça pouvait l'être. Sa course a été ruinée après 5 tours parce que il y a eu des problèmes avec la voiture, avec la réparation. Exact. Donc, au moins, si c'est possible de faire un peu à la manière de la Formule 2, pas le format 2 courses sprint et une course principale, genre une sprint, une principale, pour au moins, comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, mettre l'accent sur les qualifications le vendredi par rapport à la course et au moins, au pire, le samedi, pas obligé de donner 3 points, tu vas donner genre un système de points différent. Moins de points, par exemple, genre les 8 premiers qui marquent, comme ce fut dans le temps entre 2003 et 2009. L'autre chose aussi qu'on pourrait essayer de voir, mais là, c'est difficile du côté du manufacturier de pneus, c'est de faire un pneu qui, au bout de 70 km, ne devient plus très bon, qui se dégrade très rapidement. Donc, tu aurais 2 pneus. Un où tu es assuré de faire t'es pas mal assuré de faire les 100 km, et l'autre, mais qui est très lent, et l'autre, un pneu qui, autour des 3/4 de la course, est fini. Là. Puis si tu continues, là, vraiment, ça te ralentit très, très vite. Donc, l'idée, c'est que est-ce que tu vas au puits pour le changer ou tu essaies de le finir? Donc, tu essaies de jouer sur la différence de la pénalité d'aller changer tes pneus. Ça peut être intéressant parce qu'hier, avec Hamilton, on a vu les 2 pneus ont résisté. Donc, quel intérêt de choisir la gomme la plus tendre ou la gomme la plus dure? On aurait pu mettre tout le monde sur la même gomme. Donc, l'idée, qu'est-ce qui aurait été intéressant, c'est de voir une gomme vraiment bonne, mais qui devient extrêmement mauvaise à partir d'un certain point, et inversement, une gomme qui te permet de faire assurément les 100 km, donc, mais qui est très lente. Donc, après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais le switch? C'est la façon un peu à la manière d'un joker en rallycross. Il y a un moment donné où tu te dis, est-ce que je dois prendre une pénalité? Là? Est-ce que je dois quand même rentrer? Là? Quitte à... Il y a quelque chose qui est peut-être à développer là-dessus, mais développer un pneu de 70 km, c'est du gaspillage aussi, là, on s'entend. C'est vrai, parce que il y a une allocation. Il y a quand même c'est pas éco-friendly. Non, c'est ça. C'est pas éco-friendly. Puis, tu as une allocation aussi de pneus nécessaires pour l'ensemble du week-end. Mais qu'on fasse un pneu, qu'on donne 2 trains de pneus spécifiques pour la F1 Sprint. Voici votre pneu régulier, voici l'autre, et choisissez lequel. Donc, qu'est-ce qui est le moins pire entre les 2 combinaisons? Le pneu très lent ou le pneu très bon, mais qui, à un moment donné, risque de vous causer de très gros problèmes parce qu'il va donner encore plus lent que l'autre. C'est vrai. Et toi, Marc-André, est-ce que tu penses qu'est-ce que tu amènerais comme suggestion pour modifier, en fait, ces qualifications sprint? Jean-Sébastien a bien vendu ça. J'aime ça. Ouais. J'aime ça parce que ça ajoute aussi de l'excitation d'une possible entrée au puits dans une mini-course.
ce qui va stresser énormément les équipes aussi parce que peu importe leur décision, ça va avoir une conséquence sur le final de la course. Donc, j'aime beaucoup l'idée d'avoir, même si c'est très difficile à me mettre sur pied, mais j'aime l'idée de pouvoir avoir un pneu très bon qui s'efface complètement vers la fin de la course et d'avoir un pneu qui est très lent, mais qui devient peut-être plus performant à la fin de la course en raison de la dégradation des autres pneus. Ouais, je suis d'accord, mais moi, à mon avis, C'est en lisant ce magnifique roman que j'ai eu l'idée. Bon. Est-ce que tu vas aller voir le... Tu vas aller voir oui, le certainement. Oui, je vais le voir en IMAX. Ouais. Oh, OK. Il était tourné en IMAX, je vais le voir en IMAX. OK, bon, tu nous donneras des nouvelles parce que ça a l'air d'être bon, Boone. Oui, ça a l'air d'être bien. Super. Alors, on n'a toujours pas de nouvelles concernant Hamilton, Verstappen et surtout Lance Stroll. Plus important de se concentrer sur Lance Stroll, hein, you know. Mais sinon, ben, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du Bulletin GP. Assez spécial, ma foi. Donc, merci à tous d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre. Il y aura naturellement les top et contre-performances du bulletin GP en lien avec le Grand Prix d'Italie qui sera disponible cette semaine. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @le bulletin GP. Sinon, le prochain Grand Prix, Dieu merci, c'est dans 2 semaines, donc on a le temps de se reposer. Et surtout le personnel. Donc, Grand Prix de Russie du 24 au 26 septembre. Et levez-vous un peu plus tôt parce que je pense que la course est à 7 heures le matin. Yeah! Great success! Et naturellement, ce format d'après-course sera disponible sur vos podcasts préférés. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn et autres, ainsi que sur YouTube. Donc, si vous voulez revoir mon choui, ou non. Non. Bon, Jean-Sébastien, non. Mais, je vais en faire un GIF. Écoute, Abdou, depuis quelques années, grâce aux réseaux sociaux, se ramasse beaucoup sur les choses dont il ne devrait pas faire. Il devient lui-même une espèce de GIF... un mime humain. Un mime humain en personne. Là. Eh oui. On ne rappellera pas la précédente chose, mais bon, on peut chercher un peu et on peut le trouver encore, je suis sûr. Non, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Non, je suis sûr que ça existe. Ah oui, c'est vrai, ça existe, je l'ai en possession. Sur Wayback Machine, sûrement qu'on peut trouver ça. Un non-fungible token. Ah oui, hein? Il y a une belle surprise dedans. Il y a une belle surprise dans la vidéo en plus. Donc, je vous l'enverrai en fait en privé. Bref, donc si jamais vous voulez revoir le tout, ben, c'est disponible sur YouTube. Ça va être disponible un peu plus tard sur YouTube. Alors, Jean-Sébastien, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. À bientôt. Merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir. Et oui, on se retrouve dans 2 semaines pour l'émission d'après-course du Grand Prix de Russie, un peu plus tôt cette fois-ci, naturellement. Et on se retrouve jeudi pour le podcast habituel du Bulletin GP. Sur ce, merci d'avoir été là. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!